Michel Halberstadt, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de parler avec vous. Non, c'est moi qui suis honoré. Et de parler autour de votre livre qui vient de sortir. Vous êtes une personne multiple, hein. Compliquée et multiple. Sans doute nous le sommes tous, hein. Mais vous l'avez réalisé dans votre vie. Vous avez été actrice, ça se voit. Scénariste, productrice de cinéma, distributrice de films aussi, vous êtes connue pour ça. Et vous faites partie d'un collectif qui s'appelle 50-50, ce qui veut tout dire, hein, et qui s'est fixé pour tâche de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes et la diversité dans le milieu du cinéma. C'est bien ça? Je n'ai pas fait d'erreur? Tout à fait ça. Très bien. Avant ça, vous avez été journaliste. Mais c'est pour une autre facette de votre personnalité, vous avez vu que vous avez été multiple, hein, pour une autre facette de votre personnalité que je vous ai invité ici, pour la romancière, et tout particulièrement pour discuter ensemble de votre dernier livre, un roman. Alors, c'est pas écrit roman, ça se présente comme un roman, moi je trouve que c'est un roman, hein, mais bon, on va en discuter. Et c'est aussi une recherche de soi, j'ai trouvé. C'est un livre documenté, très très documenté, sensible, touchant. Vous écrivez bien, votre style est cool, harmonieusement. Et c'est un livre intrigant aussi. Vous partez à la recherche d'un homonyme, un homme seulement connu des spécialistes de Freud, qui s'appelle Max Halberstadt, qui était son photographe et qui a aussi été son gendre. Chemin faisant, vous vous retrouvez face aux énigmes de votre famille paternelle, qui s'appelait aussi Halberstadt, puisque vous vous appelez Halberstadt. Donc votre père vous a très peu parlé. Vous avez semé quelques énigmes dans ce livre, et moi je vais vous poser des questions sur ces énigmes. Et peut-être voudrez-vous les clarifier pour les auditeurs d'Acadème. Alors, on en dit quelques mots de Max? Bien sûr. Alors Max, il est photographe, oui, à Hambourg, assez dandy, assez chic. Beau mec, hein? Oui, beau mec, oui, vraiment. Quand Freud le rencontre, il commence à peu près sa carrière et il est surtout connu pour faire des portraits. Et c'est d'ailleurs comme ça que Freud arrive chez lui, parce que Max Halberstadt était vaguement relié à la parentèle de Martha Bernès, toujours l'épouse de Freud. Et c'est comme ça, on imagine, que Freud est un jour rentré dans son magasin, parce que la famille de Martha venait de Hambourg, donc en rentrant d'un voyage en Amérique, ils étaient passés par Hambourg. Et un jour, Freud fait une séance photo avec ce Max. Et il aime beaucoup la photo. Et quand, quelques années plus tard, sa fille, elle aussi partie en villégiature à Hambourg, revient en disant « Je me suis fiancée avec un homme qui s'appelle Max Halberstadt », Freud sait de qui il s'agit, et il dit oui. Enfin, elle s'est fiancée, c'est pas tout à fait un hasard, puisqu'elle a été attirée par la même odeur, en fait. Exactement, l'odeur du cigare que fumait son père. L'odeur du cigare de son père. C'est-à-dire qu'en fait, la séance photo, à l'issue de la séance photo, comme Max n'a pas voulu prendre de l'argent, Freud lui a offert ses cigares. D'accord. Et quand Sophie arrive à une soirée où elle va rencontrer Max, elle est attirée dans la pièce par une odeur qu'elle connaît, qui est l'odeur des cigares de son père, et c'est Max qui les fume. Donc là, bon, ça vous mène très loin de votre famille, et votre livre est écrit un peu comme un film, hein, moi je trouve. Vous allez dire non. Non, je ne dis pas non, parce que j'ai toujours une écriture très imagée. C'est-à-dire que j'aime bien que le lecteur voit, sente. Voilà, je trouve qu'un livre doit avoir un parfum, une odeur, que ça doit être concret. Et puis c'est aussi une manière d'expliquer ce qu'on raconte. Vous savez, moi j'ai commencé en écrivant pour la radio. Ouais. Et c'était une émission qui s'appelait Histoire d'un jour, et Philippe Alfonsi m'avait dit, tu lis à voix haute, et si tu vois pas ce que tu racontes, c'est pas bon, parce que à la radio, on peut pas trop lire. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire, en images, pour que le lecteur voit ce qu'on lui dit. Et ça m'est resté. Et puis bon, travaillant dans le cinéma, évidemment, ça s'est amplifié. Donc j'écris comme ça. J'essaye de montrer, de donner à voir, à entendre et à sentir. Voilà. Parce que on voit Max, et puis le chapitre d'après, on voit votre père. C'est ça. Et puis le chapitre d'après, on voit Freud, et après, on voit, à la fin, on voit votre grand-père. Ouais. Et donc, Max, c'est votre père? Non, mais c'est un cousin, je dirais. Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que donc il y a Freud, la psychanalyse, moi le cinéma, Max au milieu, la photo. Il est vraiment en confin des deux. C'est rigolo.
La photographie, c'est proche du cinéma, mais c'est proche aussi de la psychanalyse. Donc ça tombait bien pour moi qu'il soit photographe. Alors, vous dites ça à plusieurs reprises dans le livre, que la photographie, c'est proche de la psychanalyse. On dit toujours que prendre une photo, c'est voler l'âme. C'est en Afrique qu'on dit ça. À cause de voler l'âme. Oui, parce que quand même, quand la photo est bonne, elle révèle quelque chose de la personne qui est sur la photo. Oui. La psychanalyse fait la même chose. Elle essaye de vous révéler quelque chose sur vous-même. Ah, dans ce sens-là. Oui, j'avais pas compris le sens. Pour moi, c'était dans ce sens-là. D'accord. C'était avec cette idée de capture d'âme que le photographe capture l'âme de la personne et la fixe sur un papier, quoi, et sur un support, en fait. Hein. Et c'est ouvert à interprétation, une photographie. C'est ouvert à interprétation. Voilà. La photo de Freud, la plus célèbre, en fait, celle où on le voit avec le cigare, c'est celle-là, la première photo de Max. C'est bien ça. C'est la première, absolument. Mais il a l'air terrible sur cette photo. Vous trouvez? Ah ouais. Vous trouvez qu'il a saisi son âme? Et je trouve que il y a quelque chose de très sévère, non? Non, sévère et en même temps, je trouve attentif. Voilà. Attentif, certainement, oui. Ah bah oui, c'est pas mal quand même. Ouais, il n'est pas que sévère, justement. Non, ouais, mais enfin... il est imposant, il a du charisme, mais c'est pas quelqu'un dont on... Je sais pas, il est imposant mais pas impressionnant, voilà. D'accord. Bon. C'est comme ça que je le sens. C'est ça, voilà. moi, je le perçois, je le trouve beau, hein, c'est une belle photo, et ça le représente bien, il est beau sur la photo, je pense qu'il a aimé cette photo, parce qu'il était beau sur la photo. Oui, il était assez beau quand même. Oui, il était assez beau, et je pense que c'est pour ça, mais il a l'air vraiment un peu sévère, moi je trouve. Mais enfin, et au cours de votre enquête sur la vie de Max Halberstadt, là, parce que vous avez fait une super enquête quand même. Ah oui, j'ai travaillé un peu quand même. Ah non, vous avez super bossé, parce que il y a plein de trucs que je connaissais pas du tout là-dedans. Ah oui, je suis bien contente. Ah oui, oui. Non, vraiment. Hein. Moi, je connais très bien la vie de Freud, tout ça, et je lis à peu près tout ce qui paraît sur la question. Et il y en a. Hein. Et il y en a beaucoup. mais sur Max Halberstadt, c'était un vide pour moi, quoi. Et donc, j'ai découvert des choses sur la vie de Freud et sur la façon dont il s'occupait de sa famille, quoi. Mais ça, je savais un peu parce que c'était dans les lettres à ses enfants. Je pense que vous avez beaucoup lu les lettres à ses enfants, en particulier les lettres à Anna, hein, c'est ça. Hein. Et à tous. J'ai lu vraiment tous les courriers parce que ça se recoupe. Ouais, S'il raconte une chose à Mathilde, puis après il en parle à Anna, mais il n'en parle pas de la même manière. Enfin, vous voyez, c'est vrai. J'ai recoupé beaucoup les courriers. C'est vrai. Et donc vous êtes allé chercher, bien, hein, vous avez beaucoup cherché là-dedans, et on découvre que Freud était très attentif à l'égard de sa famille. C'est une mère juive, en fait. C'est un peu une mère juive, je trouve, de Freud. Mais on découvre aussi qu'il était très riche. Hein. Oui, absolument. Absolument. Mais très riche. Très riche. Et j'adore la manière dont il le gère. Enfin, c'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, Freud, il faisait peser sur ses enfants une dépendance terrible parce que c'est lui qui avait de l'argent et pas eux. Mais c'est pas du tout dans ces termes-là que ça se présente. Il a de l'argent. Il ne s'en cache pas. Ouais. Il veut leur donner parce qu'il veut que ça les aide, mais il le fait avec délicatesse, avec pudeur, de manière très concrète. Jamais il le fait peser comme étant quelque chose en échange duquel il faut lui donner autre chose. Enfin, vraiment, il est vraiment dans le don. Il donne des droits. Il fait comme Agatha Christie a fait, par exemple. Agatha Christie, elle a donné des droits d'auteur à certains petits-enfants. Il fait ça tout le temps. Alors, il offre tel droit d'auteur à tel enfant, tel droit d'auteur à tel autre. Il donne une cagnotte à Max pour les enfants. Il envoie de l'argent au petit-fils en disant achète-toi un truc qui te fait plaisir. Et ce que j'adore, c'est qu'il est toujours dans l'humour. Et voilà, il dit le magasin marche bien pour dire que l'argent rentre. Sa boutique voilà, marche bien. Oui, voilà. Enfin, il a une espèce d'humour juif, humour viennois, je dirais, assez irrésistible. C'est juif viennois. C'est juif viennois, oui, absolument. C'est peut-être pour ça que je m'y suis sentie si bien, ça. parce que c'était vraiment l'humour de ma mère. C'est assez sophistiqué. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais il n'y a pas de gêne avec ça. Voilà, il a de l'argent, donc il le donne. Voilà, c'est tout. Mais je ne trouve pas qu'il mette ses enfants en dépendance. Je trouve que ça, c'est faux de le dire. Bon, enfin, moi je sais pas, hein, mais j'ai découvert aussi qu'il était très riche, quoi. Absolument. Parce que vraiment, il entretient
Un monde fou. Un monde fou. Absolument. Mais oui. Parce qu'au-delà de Max et de sa femme et de ses enfants, il y a tous les autres. Ben évidemment. Il y a tous les autres enfants, il y a les autres gendres, il y a les autres il avait 6 familles. enfants quand même. Ouais. Et, enfin, après 5 seulement, mais il avait 6 enfants. Ouais. Donc, oui, alors ça, c'est vraiment... c'était, j'ai eu des découvertes, j'ai eu vraiment du plaisir à le lire. Mais je me disais, mais c'est quoi la démarche, quoi, vraiment? Donc vous retrouvez Freud, vous retrouvez Max. Freud, c'est un peu votre grand-père. Hein. Oui, absolument. C'est un peu votre Il faut que grand-père. vous sachiez que j'avais une passion pour mon grand-père. C'est ça. Qui est mort quand j'avais 7 ans. Et j'ai eu l'impression de renouer avec mon grand-père en découvrant ce Freud-là. Votre grand-père viennois. Mon grand-père viennois, absolument. Freud, vous dites le viennois. Il n'était pas viennois, hein, Freud. Hein. Non, c'est vrai, mais enfin, il l'est devenu à force. C'est un Polac. Hein. Oui, c'est un Polac, c'est un Polac comme votre père. Absolument, absolument. Voilà. Donc Non, mais c'est ça qui a eu d'amusant et de touchant pour moi en faisant les recherches, c'est que plus j'avançais, plus je voyais des correspondances entre sa famille et la mienne. Donc au bout d'un moment, ça m'était égal de savoir si on était de la même famille. Il est devenu ma famille. C'est ça, ils sont tous devenus ma famille. Bon. Sophie, Heinele, Ernst, Max, tous ces gens-là, maintenant, pour moi, ils font partie de ma famille. Je les connais par cœur. Parce que là, c'est magique. Hein. À la fin, vous retrouvez votre grand-père, vous retrouvez votre père, vous retrouvez tout le monde. Et vous retrouvez un peu votre judéité. Je voulais qu'on parle de ça. C'est curieux que vous le disiez. Bah oui. Parce que, oui, c'est pas évident que je la retrouve pour moi, enfin, pour un lecteur lambda, mais vous avez raison, je l'ai tout à fait retrouvée. C'est ça, hein. Mais ça se sent, ça. Ah oui? Ah ouais. Ça se sent parce que, au fur et à mesure, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a dans cette recherche de prénom? Qu'est-ce qui lui manque, quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Et je pense que ce que vous a pas donné votre père, parce que je crois que, comme souvent, hein, ceux qui ont survécu à la Shoah, c'est un survivant, hein, votre père. Bien sûr. Et souvent, ceux qui ont survécu à la Shoah n'aiment pas trop parler du judaïsme. Hein. C'est quelque chose qui est douloureux, parce que c'est l'origine de leur souffrance aussi. Oui, hein. et en même temps, je pense que sa hantise, c'était que ce soit pesant pour nous. Il voulait pas que ce soit pesant. Ouais. Donc, voilà. C'était présent, mais pas pesant. C'était jamais sous forme d'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il n'y avait jamais tu vas faire ci, tu vas faire ça parce qu'on doit le faire. Moi, je dirais que vous avez attrapé Freud et vous l'avez obligé à vous faire une analyse. Et finalement, il l'a faite et je trouve que, franchement, il a fait beaucoup mieux qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire qu'il vous a restitué non pas seulement vous-même, mais aussi vos appartenances. Quoi. Oui. Ça, il savait pas faire ça, hein, Freud. Non. Hein. Non. Et donc là, c'est grâce à mon père, alors, pour le coup. C'est plutôt votre père. Oui, vous savez, ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans mon rapport à la judaïté, c'est à la mort de mes parents, c'est le fait d'aller à la synagogue tous les vendredis soirs pendant un an, où au départ vous dites merci, j'ai autre chose à faire, j'habite à la campagne, c'est compliqué. Ça, hein? Et je l'ai pas fait pour mon père, je l'ai fait pour ma mère. Ah, vous l'avez fait pour votre mère. Et j'ai compris pourquoi ça existait, vraiment. C'est-à-dire que pendant 1 heure par semaine, vous avez le droit de ne penser qu'à votre chagrin. Voilà, c'est autorisé. Vous êtes dans un espèce de lieu, un cocon, que je connais bien, parce que quand j'étais petite, pendant des semaines et des semaines, j'allais aux offices plutôt le samedi soir que le vendredi, mais bon. Et donc d'un seul coup, vous êtes dans ce cocon, avec des gens qui vous comprennent, à qui vous n'avez rien à dire, rien à prouver, rien à justifier. Et pendant 1 heure, vous pouvez penser à ce que vous voulez. Voilà, c'est assez admirable. Enfin, dans les synagogues, on bavarde aussi. Oui, mais bon, moi j'y allais seule avec ma sœur, souvent seule. Et j'adore être seule à la synagogue, je dois dire. J'aime bien ce sentiment de solitude accompagnée. Parce qu'il y a une chose que j'ai découverte dans ce livre. En fait, vous êtes israélienne. Oui, absolument. J'ai découvert moi aussi. Vous êtes née israélienne. Ah, vous l'avez découvert aussi. Oui, je savais que c'était le cas pour ma sœur. Et j'ai découvert pour moi aussi, absolument. À l'occasion de cette recherche. Il vous a caché beaucoup de choses, votre père. Oui. Hein. Ouais. Et c'est-à-dire, il était très discret quand même. Hein. Ouais. Oui, et c'est drôle parce que quand j'ai eu le problème de ma nationalité, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je prouve que j'étais française, ma mère m'a envoyé ce décret du journal officiel qui dit que j'ai été française avant mes parents. Je ne savais pas que j'étais pas née française. J'ai d'abord été déclarée israélienne, puisque mes parents étaient israéliens. Bon, alors, c'est formidable. On doit s'arrêter. C'est un sacré parcours, ce bouquin. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je prends encore plus de plaisir à vous écouter en parler. J'espère que les lecteurs, les éditeurs d'Acadème trouveront beaucoup de plaisir à le lire. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de vous.